C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux, le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Bonjour et bienvenue pour l'After Rugby, le fameux débrief de la Sports Management School sur Twitch. Je suis Mickaël Tapiro, le fondateur de l'école. Je vais vous présenter un parterre de très haut niveau, une fois de plus, avec Jean-Claude Vidal. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment vas-tu Jean-Claude? Ça va pas mal, dans l'excitation encore de la Coupe du Monde, mais c'est très bien. D'accord, que vous connaissez, qui est donc le président d'Arène Événements, principalement présent dans les courses hippiques. David Vigneault. Bonjour David. Salut Mika, tu vas? Ça va très bien et toi? David qui est le directeur académique de la Sports Management School. Bonjour, comment vas-tu? Ça va Est-ce très que bien. tu peux présenter ton activité à nos amis? Bonjour tout le monde, donc moi c'est Edouard, je suis le fondateur et du coup dirigeant de Cop Media. Cop Media, on a développé en fait une activité de médias autour du sport pour les nouvelles générations. Donc on a créé un premier média qui s'appelle Cop Football, on a aussi Cop Rugby. On pourra en reparler de l'avenir du rugby et de pourquoi on est aussi On dans va l'air être du là temps. pour ça. Et surtout en fait avec notre expertise de création de contenu pour le social media, on accompagne aujourd'hui des ayants droit dans la création de contenu en fait pour eux directement. D'accord, donc des images principalement axées sur les sports en question, Ouais. qu'on va envoyer sur les réseaux sociaux. J'essaye de décoder, qu'on envoie C'est sur ça. les réseaux sociaux avec des formats courts. C'est ça. Aujourd'hui, D'accord. c'est surtout parti du constat que aujourd'hui 80% des contenus sportifs qui sont consommés par les moins de 30 ans sont tout ce qui est hors du live. Donc ça va être des highlights, des résumés, de l'analyse, du talk show comme on fait aujourd'hui, des behind the scene, tout ça. Et puis en fait aujourd'hui, les ayants droit ont beaucoup d'archives qu'ils n'utilisent pas assez en tout cas, ou qui pourraient en fait raconter des nouvelles histoires avec tout ça. Et donc nous, on vient raconter des nouvelles histoires en s'adaptant à ces nouveaux modes de consommation. Donc avec notre média et aussi du coup de la création de contenu pour d'autres. Très bien. Mais en Et tout voilà. cas, bienvenue Edouard pour ce débrief de l'après-Coupe du Monde. Notre dernier Alors, le dernier, Coupe par du rapport Monde. à la Coupe du Monde, on continuera à avoir une action sur Twitch normalement jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Là, on va rester sur le rugby. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord réfléchir sur un débrief rugby, sport, résultats, techniques, etc. Un deuxième qui sera un débrief sur cette Coupe du Monde d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing. Est-ce qu'elle a été profitable? Pour qui? Comment? Etc. Et enfin, voir qu'est-ce qui va se passer après. Quel est l'avenir du rugby tel qu'il est pratiqué aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de développer le rugby dans les nations qu'on appelle du tiers 2, c'est-à-dire qui sont juste en dessous des cadors, etc. Mais je vous propose d'abord et avant tout de débriefer cette Coupe du Monde et surtout cette finale avec une affiche absolument incroyable. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. C'était pas tellement l'affiche qu'on aurait pu imaginer nous en tant que Français celle qu'on voulait, en tout supporters. cas. Voilà. Ouais. Il était possible d'avoir une Irlande-France et c'est vrai qu'au regard des résultats de ces équipes, ça n'aurait pas été usurpé. Il se trouve que ça a été Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Victoire de l'Afrique du Sud d'un point. Un premier peut-être commentaire, Jean-Claude, sur cette finale. Qu'on a vu une belle finale, qu'on a vu dans les phases finales des matchs qui ont tous les atouts de l'attractivité. Ils sont tendus, incertains jusqu'à la dernière seconde, âprement disputés et avec 1000 occasions de s'emporter, de se réjouir, d'espérer, de pleurer pour les supporters des deux matchs et même pour les non-supporters. Le rugby est un jeu qui appelle la faute. Et même dans 100 ans, toute décision arbitrale pourra encore être contestable et contestée et discutée parce que c'est parce que parfois la frontière est extrêmement ténue entre la faute et la régularité. Ce malgré la vidéo, ce malgré le bunker, malgré le nombre de... Vas-y David. C'est trop. Enfin maintenant, dès qu'il y a une toute petite faute, on fait bunker, on fait vidéo, on s'arrête. On va devenir dans peu de temps le foot américain. David, on ne le fait et aussi on peut dire qu'on ne le fait pas pour certaines fautes qui paraissent assez évidentes aux téléspectateurs. Mais c'est très compliqué. à un moment, ça ne résout pas tout. Ce qui serait intéressant, c'est de demander à TF1 le nombre de minutes où la VAR a été utilisée sur pour la finale. Pour la finale. Ouais. C'est énorme. Je ne sais pas combien de temps l'arbitre il a demandé la VAR, mais on est à 3-4 minutes, voire 5 minutes.
Et après, on fait du bunker maintenant. Donc, c'est très bien. Mais c'est bien, le rugby, tu l'as dit, et je te rejoins, le rugby amène à la faute. Le rugby amène à ce que, d'une certaine manière... C'est le jeu. C'est le jeu. Mais à un moment, il faut qu'on continue à faire du rugby. Est-ce qu'on n'est pas en train, ce sera une de nos questions sûrement, est-ce qu'on n'est pas en train de casser le jeu rugby ? Est-ce que c'est pas en train de devenir un jeu normé, stéréotypé, qui fait qu'à un moment, dès qu'il y a un problème, pof, oh là, la VAR va arriver, et donc en découpant comme, par exemple, un sport américain qui est le foot américain. Voilà, on découpe, oh là, j'ai peut-être fait une erreur, tiens, je regarde. Maintenant, le jeu, le rugby, on sait que c'est la passe, c'est les problèmes, c'est tout ce qu'on a là. Je trouve qu'on a perdu cette notion-là en finale. Encore une fois. Je comprends ce que tu dis, mais n'oublie pas que ce sport a été précurseur dans les efforts faits pour effacer l'injustice. Oui, et la VAR, ça va dans ce vrai. sens-là, pour effacer l'irrégularité. On peut trouver que c'est beaucoup. Moi, j'aurais presque tendance à trouver que c'est peut-être pas assez. Mais pas casser le jeu tout le temps. Je ne comprends pas, par exemple, qu'il n'y ait pas eu VAR pour la transformation contrée. Ah oui, moi, là on parle du quart de finale France-Afrique du Sud, la transformation contrée sur Ramos, qui aurait pu valoir 2 points. Probablement régulièrement contrée. Moi je trouve que c'était pas tant la finale que j'ai ressenti, mais c'est le quart de finale de la France, justement, à la deuxième mi-temps. On y revient toujours à ce match. Non mais il n'y avait pas de rythme en fait, il n'y avait plus de rythme. Il n'y avait plus de rythme, les Français n'arrivaient plus à se remettre dedans, et il n'y avait plus rien en fait, à ce moment-là. Ouais, T'es en train d'expliquer les raisons de notre défaite. Parce que les autres, ça leur plaît beaucoup qu'il n'y ait pas de rythme. Oui, non, mais complètement. On hache le jeu. Complètement. On hache le jeu. C'est ça qui me dérange, c'est qu'on est en train de hacher le jeu. Et à un moment, alors, c'est bien l'avantage. Moi, je trouve ça, c'est une bonne règle. L'avantage, il y a une faute, on continue, le jeu arrive à une autre faute, on revient à l'avantage, on repart de zéro. Mais arrêter pour la VAR qui casse encore le jeu, qui te permet de te remettre encore à défaut sur d'autres choses. Mais on va en reparler de la VAR, parce que c'est vrai qu'il y a un fil conducteur depuis les quarts de finale, c'est que l'arbitrage a, semble-t-il, été décisif dans l'élection des équipes jusqu'en finale. La preuve, c'est que lorsque l'on a dit qu'en finale, il y avait donc Monsieur Barnes, qui est un Anglais, à l'arbitrage, tout de suite, c'était plus le même match. On n'avait pas commencé qu'en fonction de l'arbitre, c'est plus le match. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Ça, c'est la différence entre le Nord et le Sud. En quelque sorte. C'est le crunch de l'arbitrage. En quelque sorte. Mais je voudrais qu'on revienne un peu plus sur le jeu. Est-ce que vous avez vu, Edouard par exemple, est-ce que lors de cette finale, on a vu une finale de Coupe du Monde de rugby de très haut niveau ? Alors l'intensité, c'était énorme. C'est le mot juste, de haute intensité. L'intensité, c'était fou. Enfin, et de haute incertitude. Tout, ouais. C'était très bien. Et en plus, on a eu tout le monde est arrivé à mener au score à un moment donné, donc on ne savait pas en fait ce qui allait se passer. C'était toujours, ça pouvait en fait basculer d'un côté ou d'un autre à tout moment. Mais il y a eu plein de matchs dans la compétition où ça a pu basculer d'un moment à un autre. Les Fidji qui nous ont tous épatés, c'était toujours à une faute de main de leur côté. D'accord. En tout cas, là, on a pu voir une finale de très haute intensité, avec un engagement maximal. Ce qui m'a, moi, frappé, c'est que ce match-là avait lieu samedi soir. Dimanche après-midi, j'ai allumé ma télé, j'ai regardé le top 14. Top 14, c'est considéré comme étant le meilleur championnat du monde, d'accord, avec des professionnels. Et ça me paraissait jouer presque au ralenti en comparaison de ce qu'on avait vu le soir à la finale. Donc c'est vrai que un engagement maximum, une rapidité absolument délirante, une façon de jouer aussi qui était à toujours systématiquement mettre en place une vision tactique qui, moi, m'a paru de très haut niveau. Hein, on a bien vu, exactement comme contre la France, l'Afrique du Sud a essayé de déceler dans le jeu néo-zélandais les failles. Elles ont insisté là-dessus. Et d'ailleurs, ça leur a bénéficié, vu qu'ils sont champions du monde aujourd'hui. Les Néo-Zélandais savaient très bien que sur certaines phases statiques, il fallait aller plus rapidement. Ils l'ont fait. Il y a eu aussi la fameuse guerre du jeu au pied. Est-ce que le rugby a tendance à jouer au pied plus encore qu'avant, ou est-ce que quelque part... Différemment, c'est-à-dire différemment qu'avant, parce que les règles évoluent aussi. Et puis là, la France, on est réputé quand même pour être très bon au pied dernièrement. On s'est fait battre aussi au pied par les Sudaf dans leur relance. Donc, finalement, ça reste un trait tactique. Et c'est plus le pied... je t'envoie la balle. Il y en a eu beaucoup quand même avec Angleterre, Argentine, et je sais qu'on en parlait juste avant. Mais... Il y a un chiffre qui sortira tôt ou tard, qui est peut-être déjà sorti.
à propos de cette Coupe du Monde, c'est les successions et la longueur des temps de jeu successifs. Je ne sais pas s'il y avait eu beaucoup de Coupes du Monde à atteindre ces chiffres-là. C'est impressionnant. Les temps de jeu et les successions de temps de jeu. Je crois que le maximum, c'était Nouvelle-Zélande-Irlande. On était presque à 40 minutes, ce qui est énorme, ce qui est presque souvent le double d'un match. Ça, c'est le signe d'une évolution du rugby. Et je ne pense pas que dans les gros matchs, il y ait un seul spectateur qui soit vraiment ennuyé pendant la Coupe du Monde. Il y a 2 points qu'on peut retenir sur cette finale, c'est quand même 12 points en première mi-temps des Sudaf, 0 en deuxième. Faut quand même le regarder, donc ça veut dire qu'il y a une défense de malade d'un côté. C'est quand même l'évolution du rugby, elle passe par là. Il y a des années, on était sur un jeu très rapide à la main, où effectivement il y avait des très gros décalages. Et là, en fait, on se rend compte que le rugby se gagne sur la défense. Ils ont inventé le catenaccio du rugby. Exactement. Des défenses, jeu au pied, phase statique, mais ça s'appelle les fondamentaux. Ça fait 130 ans que c'est ça. Deuxième point, c'est les chandelles. Les chandelles, quand on regarde ce qui se passe, alors, ce qui fait très rigoler maintenant, c'est leur petit train à 2 ou 3 personnes derrière le mall, où là, on va venir pour pas se faire taper dessus. Et effectivement, on a un nombre de chandelles up and under, comme on va dire, qui est devenu énorme. Alors, on en justement, a de plus en plus. Rentrons un peu plus dans la technique, parce que c'est vrai que le geste de la chandelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est taper le plus haut possible pour essayer de mettre dans le camp adverse la pression sur l'adversaire. Mais là, on l'a vu, que ce soit en finale, en demi et en quart contre la France, où ça nous a coûté très très cher, ça nous a même porté préjudice, c'est qu'ils avaient décelé que dans une façon de taper le jeu au pied entre les 50 et les 40 adverses, on avait une relative friabilité défensive, ce qui a fait que, en concentrant 3 joueurs supplémentaires dans cette zone-là, ils ont réussi à marquer 2 essais. Est-ce que là, contre la Nouvelle-Zélande, ça a été le cas ? Et avec 2 points hyper positifs des Sudaf, c'est des mecs qui vont à une vitesse folle. Oui. Donc je tape, chandelle, ok, bien tapé, et tu as 2 ailiers qui déboulent comme des malades, et quand on regarde, pareil, sûrement des chiffres qui sortiront, les 2 ailiers, ils récupèrent des ballons. Ils y vont pas simplement pour faire mal, ils y vont pour récupérer le ballon. Et le petit Colby, qui doit être plus petit que moi, je déconne, il saute plus haut que moi. 1m71. Voilà, il a plus grand que moi, ma taille. Et 1m71, il saute plus haut que nous, et il court plus vite que nous. Ouais. J'ai le souvenir en première mi-temps, dans le camp néo-zélandais, un coup de pied de biais du centre du terrain vers la gauche qui mettait en difficulté l'ailier All Black. Et donc, il y a eu une difficulté en fait, à attraper ce ballon. Bref, le ballon était pagaillé. Il est sorti en touche pour l'Afrique du Sud. Et on a vu les Sud-Africains lever les bras au ciel comme si c'était une victoire, comme si c'était un geste positif. Donc, Vous êtes en train d'expliquer, les amis, pourquoi l'Afrique du Sud a gagné. Oui. Et pourquoi elle mérite sa victoire. Même si sa victoire, elle pouvait tenir à un fil ou un demi-cheveu. Un point. Mais c'est la victoire. Et là, au sport, il n'y a que la victoire qui existe. Il n'y a que ça qui permet de faire un paramètre. C'est très vrai. Et d'ailleurs, le commentaire que nous avions dans le stade samedi soir, c'était de se dire que si l'Afrique du Sud est championne du monde en ayant gagné d'1 point, on pourrait se poser la question. Mais elle a gagné d'1 point en finale, en demi et en quart. Et ça, ce n'est pas un hasard. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait exprès. Ça veut dire qu'ils étaient conditionnés à la victoire, qu'elle soit laide, qu'elle soit courte, mais qu'elle soit une victoire. Et là, est-ce qu'on peut se dire que la Nouvelle-Zélande n'aurait pas pu infléchir le score à un moment donné ? Bien sûr que si. De toute façon, Bien sûr et que quelles ont été les occasions d'infléchir le score ? C'est ce qui fait leur valeur. Et de toute façon, pour des équipes de ce niveau-là, on le sait depuis longtemps, la Coupe du Monde, elle commence réellement le jour des quarts de finale. Oui. Avant, on sait bien qu'on sera au 2e tour. Bon, elle commence. Et il faut réussir cette phase-là. Et c'est cette phase-là dans laquelle nous échouons depuis 3 éditions. Ouais, c'est vrai que depuis 3 éditions, nous échouons en quart de finale. Hein. Ça fait 3 quarts de finale que je vais au stade. Ça nous place. Peut-être que je vais arrêter. On a peut-être trouvé le chat noir. Il est blanc aujourd'hui, mais c'est le chat noir. Ça nous place entre 4e et 8e mondial. Et parce que, heureusement que ceux qui vont en demi-finale et ceux qui vont en finale, c'est quand même un meilleur résultat que de perdre en quart de finale. Ça, c'est clair. C'est quand même basique. Alors après, on vous sort des classements mondiaux où l'Irlande devient 2e. Ça me paraît tout à fait incompréhensible. Oui. Ils sont pas 2e, ils sont tombés en quart. Où sont les Blacks alors ? Ils ont perdu en quart. C'est la compète qui fait la valeur du sport. Alors, il y a un décompte mondial qui fait qu'on a une hiérarchie
des équipes. Et c'est vrai que jusqu'à la finale, l'Irlande était numéro 1 mondial parce qu'elle a eu les meilleurs résultats ces dernières années. C'est vrai que là, avec la victoire de l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud qui bascule. Il y a une certaine logique dans tout cela. Maintenant que l'Afrique du Sud soit numéro 1 mondial en ayant gagné la Coupe du Monde, ils sont champions du monde. Ça paraît très cohérent. Ils sont champions du monde et pour 4 ans et depuis 4 ans. Donc ils ont été 8 ans champions du monde. Pour revenir sur ce que tu dis, la bascule du match, est-ce que c'est pas là où la transformation ne se fait pas sur l'essai? L'essai, on a 11, alors, hein. essai, c'est simple, il y a eu un seul essai dans le match, essai des All Blacks sur le côté gauche. Si la transformation passe, la Nouvelle-Zélande mène d'un point. Voilà. Et là, on va revenir à un point qui, moi, me paraît fondamental dans le fait que l'Afrique du Sud aujourd'hui soit championne du monde. C'est pas le jeu. C'est pas simplement la tactique, c'est pas simplement la stratégie, c'est la façon qu'a eu Rassi Erasmus et Nienaber de gérer son groupe, la globalité de la compétition, et on en vient à une chose qui est fondamentale, c'est que Pollard, le numéro 10 sud-africain, a fait 100% au pied en demi et 100% au pied en finale. Et il a fait 100% au pied en quart contre la France, même s'il est rentré à mi-parcours. Il se trouve juste que Pollard a remplacé non pas un demi d'ouverture, mais il a remplacé un talonneur. Qui plus est, le talonneur remplaçant. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a assumé de jouer en quart, en demi et en finale avec un seul talonneur de métier. Et la plus grosse partie de la finale avec un talonneur qui n'était pas de métier. D'accord, exactement. Dion Fury est un troisième ligne de métier et en fait il a dépanné entre guillemets au talon pendant quasiment tout le match, vu que Mbonambi a été sorti au bout de 5 minutes. D'accord ? Donc, mais le pari est gagné, parce que Rassi Erasmus avait compris qu'il n'avait pas de numéro 10 fiable d'un point de vue de la botte. Il l'a fait revenir du diable Vauvert. Et résultat, c'est qu'on se rend compte qu'en demi-finale et en finale, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus fiable au pied. Mais c'est ça. Comme toujours, on revient à une chose qui m'est chère, les fondamentaux du rugby. À niveau comparable, prendre tous les points que te donne l'adversaire est indispensable pour gagner. Ouais. À niveau comparable. C'est clair. Pas dans France-Namibie. Prendre les points que te donne l'adversaire. Et ça, c'est Erasmus, il est maître là-dedans. Quoi. Il est maître en tout, d'ailleurs. Oui, sincèrement, si on pouvait se faire un petit insert, moi, je suis abasourdi par la qualité du management de Rassi Erasmus. Pas simplement pendant la Coupe du Monde de rugby 2023, mais la racine est issue de... non pas la Coupe du Monde de rugby 2019 qu'il a gagnée, mais un an avant, lorsqu'il récupère une équipe d'Afrique du Sud exsangue, qui ne sait plus où est le Nord, qui ne sait plus où est le Sud, et il leur dit, voilà, moi j'ai une vision. Moi, je pense qu'en 2019, on peut être champion du monde. Ils viennent de perdre contre l'Italie. Non, il explique, on va être champion du monde en France. C'est arrivé trop tôt, en fait. Et... oui, ils le sont, une édition. Alors c'est ça, même en fait, au Japon, ils s'étaient pas préparés à gagner pour le Japon. Ils s'est dit, on va monter un groupe pour gagner dans 5 ans. Près que le groupe qui est monté au Japon, l'échéance, c'est de gagner la Coupe du Monde au Japon. Et c'est vrai que, et je parle souvent de ce reportage qui est formidable, qui est un petit peu les yeux dans les bleus, version rugby pour l'Afrique du Sud, qui s'appelle Chasing the Sun, que vous pouvez retrouver sur Canal+, où on voit en 6 épisodes comment, d'une équipe de joueurs de grande qualité, mais totalement exsangue, il en fait une équipe championne du monde. Et on le voit, notamment jusqu'à l'aboutissement en finale contre l'Angleterre, où là, il n'y a pas photo, hein. Et quelque part, l'Afrique du Sud n'a pas eu à rougir d'un quelconque coup de pouce arbitral. Il n'y a pas eu l'intensité de la nôtre. Hein. Voilà. Mais ce qui se passe, ce qui se passe là-dedans, c'est que on voit clairement qu'un groupe se constitue. C'est-à-dire que ces joueurs-là sont prêts à mourir les uns pour les autres. Et on le sait, hein, c'est souvent ce qui se dit avant dans un vestiaire de rugby, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir les uns pour les autres ? Eux le sont. Il n'y a pas de détail là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Rassi Erasmus et Nienaber connaissent ces jeunes joueurs depuis leur époque espoir, depuis qu'ils ont 18 ans. Donc, ils les ont vus grandir. Et ils leur ont donné un motus vivendi qui est celui-ci. C'est de dire, il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de bons et de mauvais joueurs. Il y a simplement les joueurs qu'il faut mettre au bon moment. Et c'est comme ça que l'Afrique du Sud a été championne du monde en 2019. C'est-à-dire que souvent, on peut imaginer certains coachings, ça peut nous surprendre. Souvent, on peut voir qu'on met un joueur à la place d'un autre et ça peut surprendre aussi. Ils l'ont fait parce que c'était en adéquation avec la victoire. Et en 2023, c'est ce qui s'est passé. Rassi Erasmus dit une chose. Il ne dit pas qu'il a les meilleurs joueurs. Il dit qu'il met les meilleurs joueurs au bon moment. Et lorsque on a un talonneur remplaçant qui n'est pas un talonneur,
il le fait aussi à dessein. C'est-à-dire que il faut assurer les touches. C'est vrai qu'il a pêché un peu sur les lancers, notamment en finale, mais sur son rôle de 4e, 3e ligne, il a été formidable. D'accord ? Pareil pour, franchement, cette stratégie absolument incroyable qui consiste à dire que le banc est quasiment aussi important, si ce n'est plus, que les joueurs qui commencent. Nous, en France, on a essayé de le faire avec ce qu'on appelle les finishers. Attention, ce système de finishers et de flèches du temps, etc., ça a été emprunté à Eddie Jones lorsqu'il l'a fait avec l'équipe d'Angleterre au Japon. D'accord ? Manque de peau, ça a pêché en finale. D'accord ? Il se trouve juste que l'Afrique du Sud, quelque part, a planifié sa victoire et a fait en sorte que, quelle que soit la situation, il puisse avoir une solution, Jean-Claude. Et elle fait rentrer ses finishers avant les autres. Oui. Alors là, en l'occurrence, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils sont rentrés avant les autres. Effectivement. Et même plus loin, la charnière de la demi-finale n'est même pas sur le banc. Ça veut dire que contre l'Angleterre, il y avait une stratégie à faire changer une charnière. Et là, il a commencé avec ses tauliers, entre guillemets. Il avait De Klerk et Pollard qui sont la charnière championne du monde. Si vous regardez bien l'équipe qui commence samedi dernier, il y a 13 champions du monde. 13 champions du monde. Et regardez les plans, pendant le match, les plans télé sur le banc Sudaf. Aussi bien avec ceux qui sont sortis qu'avec ceux qui sont rentrés. Les mecs qui sont à Donf, je crois qu'ils transpirent déjà tellement ils jouent. C'est très important. Les Blacks étaient plus prostrés. Et là, quand on regarde le body language, donc la posture qu'ils ont dans le match, ils sont totalement impliqués. Je suis d'accord avec toi, Jean-Claude. Le banc est là. Par contre, ce qui est phénoménal, et tu le disais tout à l'heure, dès qu'il va y avoir un choix tactique, les joueurs qui rentrent sur le terrain d'Afrique du Sud ont un comportement particulier. Est-ce que tu peux le décrire ? Parce que ils sont tout de suite impliqués, ça se voit à des détails. Ils n'ont pas besoin de parloter avant que le mec prenne sa place sur une phase statique. Le mec, il sait où il va. C'est une scène de théâtre. C'est comme si les pieds étaient dessinés au sol. Les mecs, ils savent où doivent se placer, ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas besoin de conciliabule avec les autres, comme ça arrive parfois, même dans beaucoup de sports co. Un remplaçant, il faut expliquer où il doit aller. Et parfois, c'est contradictoire avec ce que vient de lui dire le coach. Mais tu te mets là. Alors l'expérience, ils se connaissent. C'est tout. Mais c'est des répétitions sans fin à l'entraînement. Le sport, c'est que de la répétition. Ouais, c'est pour ça qu'Erasmus, il faut voir comment il fonctionne. Ouais. Et justement, alors je tenterai un parallèle et je poserai la question à votre vindicte. On a le sentiment maintenant que cette équipe-là est 2 fois championne du monde de rugby avec un coaching et un management extraordinaire. Moi, ça me fait penser à une équipe de foot. C'est un petit peu l'équipe de foot de Deschamps. D'accord. Équipe de France de foot, on a l'impression. Forcément très beau, mais ça. Alors non, mais encore une fois, là je laisse ça aux esthètes, le loisir de juger si on est mieux quand on gagne une Coupe du Monde, quand c'est beau ou quand c'est un peu moins beau. Et d'ailleurs, le beau, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que la victoire est belle. Voilà. L'objectif du sport, c'est de gagner. Alors, les mecs qui ont osé dire qu'en Russie, on n'avait pas développé un beau jeu, c'est qu'ils n'ont pas vécu le passé, parce que des matchs perdus, des matchs perdus et des injustices, on en a vu un paquet. Et en rugby, on a peut-être bouffé notre dose quand même, de matchs perdus alors qu'on n'aurait pas dû. Il y en a ras-le-bol de ça. Cette culture-là, il y en a ras-le-bol. C'est l'arbitre, c'est nous, c'est ici, c'est là. Si t'as perdu, t'as tort, de toute façon. Bah oui. T'as tort. Et moi, quelqu'un m'a dit, c'est pas le meilleur qui a gagné, on n'en a rien à foutre. Ouais. C'est celui qui a gagné qui a gagné. Il a gagné. Point. Exactement. Et d'ailleurs, justement, alors moi qui suis fan de coaching et de management, je trouve que l'équipe de France de foot de Deschamps, elle est formidable parce que si ce n'est un facteur X, elle perd pas. Ok ? Si ce n'est un petit grain de sable dans les rouages, là notamment, on a vu en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, je dirais un comportement scandaleux. Pendant 1 heure, c'était open bar, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de carton jaune, etc. C'était pas simplement une implication, c'était de l'agressivité non sifflée. Donc, et malgré ça, on a perdu au penalty. J'ai l'impression que cette équipe d'Afrique du Sud, s'il n'y a pas de facteur X, elle gagne toujours. Oui, mais c'est logique. C'est logique parce qu'elle prépare les compètes. Elle perd des matchs qu'on appelle des test-matchs. Elle prépare des compètes, c'est tout. Et l'objectif de l'année, c'était que la Coupe du Monde. Ils avaient bien identifié les choses. Et c'est ça, la gagne. C'est pas gagner des matchs amicaux. Ils gagnent à l'expérience. C'est gagner la compète. À la petite faute. Ils méritent leur victoire. Ils sont toujours à ça d'être hors jeu. Mais ils méritent leur victoire. C'est pas sifflé. Ils sont toujours en train de sortir les autres du match. Et on disait la France est sortie aussi de son match à cause du jeu Sudaf. Mais c'est pareil, les Néo-Zélandais,
en première mi-temps, ils loupent combien de touches? Ils sortent de leur match à plein de moments parce que en fait c'est toujours à la limite parce que les autres ils ont l'expérience. Il y a aussi que le contre était très efficace. Il y a aussi que le contre était très efficace. Mais c'est vrai. Encore une fois. Ils ont pas perdu de touche de la compétition quasiment. Et puis c'est tout, c'est ils des détails comme ils en perdent 3 en une mi-temps. C'est des détails comme ça, mais revenons. Tu parles de la France. Très objectivement, en respectant profondément tout le monde. Est-ce qu'on a déjà eu un tel réservoir de joueurs de haut niveau dans ce pays? Est-ce qu'on a déjà eu un meilleur entraîneur dans ce pays? Est-ce qu'on a déjà eu un staff plus accompli et plus professionnel pour accompagner l'équipe de France? Jamais. Eh bien, je pense que cette défaite est la plus mauvaise Coupe du Monde de toute l'histoire de l'équipe de France. Et si on regarde tous ces paramètres-là, c'est un échec majeur. Et je ne connais personne de meilleur que Galtier. Et pour aller dans ce que tu dis, avec une vraie volonté de la LNR de lâcher les joueurs, parce qu'il a eu quand même combien 80, 100 joueurs lâchés pour pouvoir tester. Oui, on a donné tous les moyens. Il se peut que pour la prochaine Coupe du Monde, on ait moins de moyens humains et moins de moyens financiers. Après, et surtout avec les nouvelles compétitions. On reviendra dans le et après. Forcément, bien sûr. Après, ce que je trouve assez intéressant dans ce qui est en train de se passer dans le rugby, c'est que on était professionnel, on devient surprofessionnel. C'est-à-dire que les avants, ils ont un entraîneur, les arrières, ils ont un entraîneur, le botteur, il a un entraîneur. On a de la vidéo. Le mouvement général de défense, attaque. Il y a les arbitres qui deviennent aussi entraîneurs des fautes. L'ostéopathe, un psychologue. Oui, non mais là où tu as raison, c'est qu'à un moment, je reviens sur ce qu'on disait, on est en train de transformer le rugby en un sport américain où tout est data. Comme tous les sports. Encore. Mais je trouve que ça devient encore tous plus les sports, dans le rugby. Dans le foot, on en parlera même pas. Mais dans le rugby, tous les sports se professionnalisent, tous les sports intègrent la data. Mais là, attention, c'est le seul sport où on est 15 et les joueurs ne sont pas à substituer. C'est-à-dire que le pied droit et le pied gauche, ce sont deux mondes parallèles. Alors que l'arrière droit et l'arrière gauche, au foot, c'est à peu près la même chose. Dans le foot, pour l'instant, on n'a pas un mec avec un casque qui donne des actions en bas. T'as pas 4 ordinateurs connectés. T'as pas un vidéaste qu'on voit pas, mais qui est en train de tout déceler pour dire à la mi-temps, attention, il se passe ci, ça. Dans le foot, ça se fait peut-être, mais on le voit pas. Là, dans le rugby, ça se voit. On a 4 mecs, on a encore bien vu pour la finale, t'as 4 mecs, t'as des ordis, t'as l'ordi qui prend le jeu et qui va analyser quasiment en direct l'action de jeu. Alors c'est aussi l'évolution logique du sport. Non mais c'est aussi du fait. Alors c'est aussi du fait de la complexité du jeu. Exactement. Et on le voit parce que même au foot américain, vous avez bien vu qu'on saucissonne beaucoup, etc. Mais le foot américain, il n'y a pas de continuité dans le jeu. On ne passe pas d'une phase d'attaque à une phase de défense avec les mêmes joueurs, etc. Il peut y avoir des phases de jeu qui durent 5 minutes. Et donc c'est vrai que tactiquement, ce sport-là a été découpé en morceaux. Alors, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir des vraies tactiques, des vrais coups de maître, un petit peu comme aux échecs, d'accord ? Mais le risque, c'est de se retrouver un petit peu en se mordant la queue, et notamment vis-à-vis de l'arbitrage, et dont on en a parlé, de la VAR, où quelque part, aujourd'hui, on sait que la VAR peut révéler quelque chose. Sam Cane, quand il a pris son carton rouge, c'est vrai que dans le feu de l'action, on le voit plaquer un peu haut, mais on se dit que ça peut passer. S'il n'y a pas la VAR, il n'y a pas de carton rouge. Par contre, la vraie problématique de la VAR, c'est que quand plus tard, Colisi fait à peu près la même chose, une belle collision de tête à tête. Il y a une vraie nuance. Il y a une vraie nuance, et c'est vrai que la vraie nuance, en étant très objectif, c'est que voilà, il fait le geste de se baisser, alors que Sam Cane ne se baisse pas. D'accord, voilà. À une finale, ça se joue à quelques centimètres. Et ça se joue à ça, et ça probablement. C'est la beauté du sport. Le sujet bunker, on pourra en parler ou pas, je trouve ça une bonne idée. Oui, parce que ça permet de pas saucissonner le rythme du match. S'arrêter, machin. Le rythme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, bunker, c'est lorsqu'il y a une faute qui pourrait être un carton rouge, et souvent, dans la suspicion de carton rouge, on prend beaucoup de temps et on regarde les différents angles de caméra pour pouvoir juger. Non. On décide que c'est un jaune avec un geste comme celui-ci qui est, on va le mettre au frigo et on va voir pendant 10 minutes si ce n'est pas transformé en rouge. Et c'est vrai que cette décision-là permet de ne pas couper le rythme du match. Ceci dit, c'est une bonne idée. Je suggère même que pendant le temps pendant lequel le joueur est hors du terrain, qu'ils mettent une tenue de prisonnier comme les Dalton. Comme ça, on sait où on en est. Avec un boulet au pied. Voilà, surtout le boulet. Ouais, jaune et noir. Il rentre pas. Ceci dit, ce qui est assez fabuleux, et je reprends un peu ton idée, c'est que lorsqu'on voit un joueur en finale, et il y en a eu pas mal, parce qu'il y a eu d'abord un carton jaune de Frizel au bout de la 5e minute, lui, il a frisé le carton rouge. On voit Sam Cane,
et on voit Colisi et ensuite le petit Colby, hein, comme tu l'as appelé. Mais il y a un autre black qui est pris au début. Colby Non, le black. Le black Bah, le premier. qui est pris au début, le premier, et qui, Oui, qui revient en jeu. Ouais, Il y a bien un black qui prend un carton, qui sort, et finalement, ça reste un carton. C'est Colisi, jaune. c'est Colisi, je l'ai cité. Non, en fait. un black. Oui, oui. Ah, un black. Il y a Oui, un c'est black. Frizel, c'est Oui. Frizel. Frizel à 5e minute, pardon. Mais En fait, Si, il re-rentre. si, revient. oui, bien sûr qu'il re-rentre. Et oui, mais Ouais, on a bien. tous. Il y avait aussi un peu. Tout le monde pensait est-ce qu'il va se prendre le rouge Voilà, est-ce qu'il c'est va ça. se prendre le Non, rouge, j'ai attiré c'est votre ça. attention sur quoi? C'est que quand ils sont en prison, entre guillemets, on dit ça dans le hockey, hein, quand ils sont suspendus, mais ils sont défaits parce qu'ils ont vraiment, on le voit sur leur visage, le sentiment de laisser leurs copains à 14. Ah ouais. D'accord? Donc, quelque Surtout, ils part. savent pas s'ils vont revenir. Voilà, Non, et c'est en une plus. vraie pénitence. Ouais, Ah ouais. Si ce n'est le dernier Colby, où à un moment donné. Colby il est a resté fait un- 7 minutes de jeu. Voilà, ça. il a fait un. Et par contre, lui, ça, lui. Ouais. Avec le Il a maillot fini, sur la ouais, tête. Justin Colby a fini c'est-à-dire avec que- le maillot sur la tête Si. et il était désolé de Si. voir que son équipe risquait de perdre à cause de lui. S'ils perdent, je sais pas s'ils s'en relèvent. Ah, je pense qu'il s'en enlève pas. Ah non, Ça c'est- s'enlève Ouais, pas. parce que c'était sincère. Hein. J'ai eu la chance d'être à côté. On le voyait. Ah oui, il était vraiment il voulait défait. Et à rien un moment voir. donné, c'est Ed Sevet qui vient le voir et qui vient le ressortir de son banc, même après le coup de sifflet Ils final. voulaient rien voir. Ouais. Ouais, donc ça prouve que, encore une fois, hein, comme tu l'as dit, le jeu pousse à la faute, mais lorsqu'on est en carton jaune ou en suspicion de carton rouge, je pense que Sam Cane s'en remettra jamais. Je pense que malheureusement, c'est un grand joueur. Hein. C'est terrible. Il est pas impossible qu'il décroche même C'est des terrible. All Blacks à cause Enfin de bon, ça. dans ce domaine, les amis, dans un autre sport, on a un souvenir cuisant, alors glissons. De quoi voudrais-tu veux parler parler quel, exactement Le carton rouge fatal Ah, mais duquel parles-tu Qui est un s'il te carton plaît rouge Voilà, légendaire. en Allemagne. Oh là là, non, bah non. Oui, mais c'est ce Parlons qui pas de fait, l'Allemagne. c'est ce qui fait la beauté En du sport. finale. En finale, bah oui. Voilà, Avec, c'est. en finale avec Zidane. Oui, Zidane. on parle évidemment C'est ce qui fait la de la légende de finale Zidane. C'est ce qui France-Italie fait- en Il 2006. fait la grande légende de Zidane. France-Allemagne. Voilà, Ou France-Italie en France-Italie, Allemagne, en pardon, en Allemagne. 2006, où Zinedine Zidane prend un carton rouge fatal pendant les prolongations. C'est vrai que la France avait l'ascendant. Zinedine Zidane jouait son meilleur football. Il avait mis une panenka. Son dernier Ouais. match de toute sa Ouais. carrière, de sa Ouais, vie. et c'est vrai que ça s'est fini tragiquement parce que non seulement Zidane a pris un carton rouge, mais la France a perdu au pénalty. Mais c'est difficile, Jean-Claude, de ressortir les mauvais souvenirs. Non, comme mais ceci. je pense à le Black, il a ça dans la tête. Le All Black. Le All Black, il a oui, ça bien dans la sûr. tête. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, le All Black. Mais Oui, c'est tragique en fait. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que au travers de ce match-là, il y a une dramaturgie qui a été formidable. Il y a eu quand même deux équipes de titans. Je sais pas. Vous avez Peter Steve du Toit, le numéro 7 de l'équipe d'Afrique du Sud, il a fait 26 plaquages. Peter Steve, j'ai l'impression qu'ils étaient deux, hein, Peter et Steve. Hein. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et il a maintenu son niveau jusqu'à la fin. Et sincèrement, ce match-là était d'un niveau absolument stratosphérique. Donc, pour les amateurs de rugby, on a vu une finale formidable. Pour ceux qui aiment bien les matchs où on présuppose que le jeu à 1000 passes est mieux qu'un match de tranchée, ben, il n'y a eu qu'un seul essai, mais cet essai était formidable. Il y a eu un deuxième essai refusé pour les Néo-Zélandais. Voilà. Ce qui est un peu dommageable, c'est que effectivement, malgré une superbe stratégie et une tactique, savoir jouer avec les règles, c'est aussi... C'est ce qui explique Deschamps dans le football, hein, c'est ce qui gagne. Aujourd'hui, la prime n'a pas été forcément à l'équipe qui prenait le plus de jeux. Donc encore une fois, on peut gagner avec beaucoup de qualité sans avoir proposé un jeu formidable. Voilà. Donc bravo à l'Afrique du Sud. Moi, je mets une pièce quand même sur la France en 2027. Est-ce que ça vous choque quand je dis ça? moi, oui. Alors pourquoi? Moi, Vas-y. Ah. Oh là là. Nous avons un combat de boxe. Vas-y, commence. Regardons l'histoire du sport. On va se relever. Oh, qu'on se relève, je n'en doute pas, contre l'Écosse et le Pays de Galles. Pas en Coupe du Monde. Quand tu laisses passer quand tu perds 3 finales, et qu'avec la meilleure équipe de ton histoire, le meilleur staff de ton histoire, dans ton pays, tu tombes en quart de finale, le train, il ne repassera pas. Je n'y crois pas, je suis désolé, ça me fait beaucoup de peine de dire ça. Je nous vois mal en Australie. D'accord, alors alors, avant de te donner la parole, Edouard, parce que je sais que tu es son contradicteur, je dirais une chose, c'est que normalement, le jeu du banc de touche au rugby est fondamental. On l'a vu avec l'Afrique du Sud. Nous, on avait la même stratégie, si ce n'est que sur le banc, on a cassé Marchand,
On a cassé Ntamak. On a suspendu Awas. Donc, des joueurs qui auraient pu faire la différence et qui ne l'ont pas faite, vu qu'ils n'étaient pas sur le banc. Donc, est-ce que c'est... Sudaf a eu de la casse. Alors, oui, dans une moindre mesure que la nôtre, quand même. Mais ceci dit, ils ont fait des super paris. Hein. Faire une finale avec 7 avant et 1 3/4 polyvalent sur le banc, faut vraiment en avoir des tripes. Donc, quelque part, je trouve ça remarquable. Ça veut dire qu'ils ont réussi à tirer la quintessence de leur effectif. Nous, en France, quand on calcule avec l'Afrique du Sud, on avait 3 ouvreurs, ils n'en avaient que 2. On avait 3 demi de mêlée, ils n'en avaient que 2. On avait 3 talonneurs, ils n'en avaient qu'1. Et pourtant, ils ont gagné. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas là une leçon de tactique, une leçon de management que Fabien Galtier pourrait faire rentrer dans son équation pour se dire, voilà, ok, c'est pas forcément les meilleurs joueurs à faire rentrer, mais c'est les bons joueurs au bon moment. Sincèrement, quand vous faites rentrer le 20 ou le 22 Kwanga Smith, vous savez, c'est un petit troisième ligne, un peu mutant, qui a une activité extraordinaire. C'est lui qui gratte les ballons et qui a d'ailleurs gratté la dernière balle. Bah, ce joueur, je ne sais pas s'il serait dans les 33 des autres équipes, et pourtant, il est en Afrique du Sud. Sur quoi se fonde le raisonnement d'un entraîneur de haute compétence quand il se dit, avant une finale de Coupe du Monde, j'ai qu'un remplaçant à l'arrière, si j'ai le 10 et le 15 qui se pètent en première mi-temps, je me démerde. C'est quand même fou, non ? C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Ouais, c'est quand même fou. Ce pari, il est immense. Parce qu'on a peur pour lui. Hein. Il casse le talonneur au bout de 5 minutes. On se dit, waouh ! Il suffit juste qu'il y ait un problème au talon ou que le talonneur remplaçant se blesse lui aussi. Ils peuvent jouer sans talonneur. Oui. Il a pris le pari. Oui. Il a pris le pari. Là, tu donnes raison aux stratèges. Oui. Ce fameux film que tout le monde a vu sur la data. Très bien. Alors le stratège. C'est pas le joueur. Tu fais référence au film Le Stratège avec Brad Pitt, qui est une histoire vraie qui se passe dans le baseball à la fin des années 90, début des années 2000, où il ne voit que la data le coach des Oakland Athletics, qui est une équipe vraiment de seconde zone, avec beaucoup moins d'argent que les grands clubs, d'accord, fait la composition de sa future équipe, non pas en fonction de leur qualité, mais en fonction de la prédisposition qu'ils ont à jouer les uns avec les autres. C'est ça. Ça marche partout, dans tous les sports maintenant ça marche comme ça, dans le business ça marche comme ça. Tu montes une équipe, il faut que tout le monde puisse jouer avec les autres. La question à se poser, c'est jouer ensemble. Encore pire. Est-ce que statistiquement les arrières se blessent moins que les avants ? Peut-être. Je suis sûr qu'il a fait ce calcul-là, qu'il a regardé 30 ans de rugby et de grands matchs pour voir que finalement, il y a plus de 4, de 5 et de 6 qui se pètent que de 12 ou de 15. Mais c'est un vrai pari parce que vous vous rendez compte, avoir un seul arrière sur le banc de touche, on peut parfaitement casser un 9 ou un 10 ou un 15 en même temps. On l'a vu, ça s'est passé fréquemment. Il devait avoir un plan avec, à mon avis, d'autres joueurs qui allaient devoir venir jouer arrière. Ouais, et quand on réfléchit, on se dit, mais lesquels ? Parce que sincèrement, quand on voit les joueurs sur le banc, c'était principalement des avants de gros tonnage. On peut être persuadé que plus de la moitié des entraîneurs de rugby de haut niveau mondiaux pensent que c'est une hérésie, ça. Ah oui, je suis d'accord avec toi. J'en suis et donc, quelque part, on a avancé. Il faut être pro. Mais c'est important parce que la dernière question qu'on se posera, ce sera voilà. Et après, que peut devenir le rugby ? Peut-être cette question-là, on la posera en troisième partie de notre émission, qui est voilà, que peut devenir le rugby à terme ? Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir les répliques 9, 10, 15 et quelques avants sur le banc pour pouvoir avoir des remplaçants ? Ou bien est-ce qu'au contraire, la stratégie fait qu'avec les finisseurs, d'accord, on est non pas des remplaçants, mais des joueurs qui vont apporter leur valeur ajoutée. On commençait à voir ça un peu. John Alemou, tout le monde s'en rappelle, il courait le 100 mètres plus rapide que nous, il était grand comme un Golgoth, il n'était pas avant, il était lié, puis ça se passait très bien. Donc on commence à avoir des joueurs de ce niveau-là. Oui, mais encore une fois... On commence à avoir des joueurs qui savent jouer un peu à tous les postes. Nos piliers, ils courent très vite, hein. Oui, mais les piliers adverses aussi. Et là, la question est de se dire, est-ce que la France, en 2027, aura les moyens de reconstruire quelque chose sous le sceau de la défaite, hein, et je pense que justement, moi, je pense que c'est cette défaite qui peut nous donner justement plus d'espoir d'aller plus loin derrière. Parce que ce groupe-là, en fait, ils n'avaient pas encore trop connu la défaite. Ils avaient fait quelques petites défaites pendant les 6 nations. Ils en ont gagné surtout une. Mais derrière, en fait, le groupe, il est très très jeune.
Donc oui, il y a eu l'exemple du groupe très jeune avec les Sudaf qui ont Moyenne de l'Afrique du Sud, c'est plus de 30 ans. C'est ça qui est formidable. Et la moyenne de l'équipe de France, je crois qu'on est entre 25 et 26. Voilà, donc ça veut dire qu'on est dans les clous. Elle est très très jeune. Dans 4 ans, ils auront le niveau aussi d'aller jouer leur meilleur. On va bien regarder tout ce qu'ont fait les Sudaf d'innovant ou presque de transgressif. Oui. Le jeune Napoléon, au siège de Toulon, quand il fait sa mise en place... Après tout. Quand il fait sa mise en place, son chef lui dit « Mais jeune homme, c'est pas comme ça qu'on fait. » Et l'autre lui répond « Mais c'est comme ça que je gagne. » Et voilà. T'as compris? Ouh là là. Donc, dans 4 ans, les amis, attention à l'Australie. Hein. Là, ils sont pris une déculottée. Ah bah évidemment qu'ils seront Ils là. sont pris une déculottée. Évidemment. Ils sont chez eux. Évidemment qu'ils seront mettre là. une pièce sur l'Australie dans 4 ans, je la mets maintenant, les Mais gars. si vous le voulez bien, nous en parlerons en on troisième l'avait partie. fait. La deuxième partie, parce que là, aujourd'hui, encore une fois, là, nous avons bien débriefé d'un point de vue sportif, et je vous en remercie, parce que, oui, on peut avoir quelques rancœurs, quelques rancunes, excusez-moi, vis-à-vis de l'arbitrage, ou vis-à-vis de la pièce qui tombe à pile ou face, etc. Et encore, on n'a pas beaucoup parlé de l'arbitrage. Mais ce sera justement peut-être en dernière partie. L'Afrique du Sud, l'air de rien, ne l'a pas volé. On ne gagne pas 3 matchs, quart, demi et finale d'un point par hasard. Bravo. Un coaching formidable, des joueurs formidables. Il y en a, si vous regardez les 23 joueurs, il n'y en a aucun qui l'a volé. Ah oui. Aucun qui l'a volé. D'accord? Donc bravo à l'Afrique du Sud, même si quelque part on aurait aimé avoir l'équipe de France en finale. Passons sur le volet de l'organisation de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui a été formidable, organisée en France, d'accord, avec 10 stades de par l'Hexagone. Tout le monde dit que c'est un succès. Qu'en pensez-vous? C'était pas un succès au début, l'organisation. Alors, c'est-à-dire? Oui, un jour on a manqué de bière pour France-Nouvelle-Zélande. Tu parlais du succès public. Non. Là, on parle du succès marketing et économique. Il y a eu 2 accidents d'acheminement de spectateurs. Ah ouais, les premiers Bordeaux matchs, et je me rappelle Marseille. les 2 premiers week-ends, parce que j'étais à Paris, j'étais à Marseille, c'était compliqué. Et après, par contre, tout s'est bien déroulé. Donc dans une courbe d'apprentissage, l'organisation a performé. Et les équipes se sont déplacées en train. Oui, et ça c'est remarquable. Ça c'est bien, ça c'est sûr. Si on parle marketing pur, je pense qu'il y a effectivement de très belles actions qui se sont montées. Les partenaires, je pense qu'ils en font une éloge pour de nombreux sujets. En revanche, vrai gros sujet, et peut-être qu'on en reparlera un jour pour les JO, c'est la partie relations publiques et hospitalité. Hein. Et si la France et le GIP perdent de l'argent, si les chiffres sont ceux-là, ils perdent 20 millions d'euros sur les hospi. C'est quand même pas normal que là où on devrait être très fort, parce qu'on est quand même un pays de bouffe, hein, soyons clairs, gastronomie et tout, on n'arrive pas à mettre autant... C'est pour ça que moi je trouve que l'organisation dans les stades, c'était pas terrible. On faisait toujours pour moi, il y a queue, plusieurs choses. Complexe. À la fin, ça allait de mieux en mieux. Mais quand tu as des places à 2000, 3000 balles, excusez-moi, 3000, alors, pour les boissons, pour la nourriture. Permettez-moi de jouer l'arbitre une fois n'est pas coutume, c'est que l'air de rien, le versant sportif a joué en la défaveur des résultats financiers, en ce sens où l'équipe de France qui sort de la compétition à partir des quarts, ça laisse quand même 15 jours de compétition sans la consommation habituelle, sans la vente de maillots, sans la montée des droits TV. N'oubliez pas que les droits TV, normalement, avec une équipe de France en finale, les 30 secondes de clip étaient supérieures en valeur aux 30 secondes de la finale de la Coupe du Monde de football. D'accord, donc c'est remarquable. Okay, j'ai quelques chiffres. Mais les hospices sont pas là. Quelques chiffres rapidement. 600 000 étrangers qui sont venus assister en France à la Coupe du Monde. C'est phénoménal. 2 milliards d'euros de retombées économiques de consommation, de restaurants, de transferts, d'hôtellerie, etc. Des chiffres d'audience télé qui ont été phénoménales pour un sport relativement petit qu'est le rugby en comparaison de la France. 16 millions et demi pour France-Afrique du Sud avec des pointes à 17. Et la finale, où l'équipe de France ne joue pas, on était à 11 millions de téléspectateurs. C'est phénoménal. Mais je continue. 1,5 million de personnes dans les fan zones. Ça veut dire que les gens se sont déplacés. D'accord ? Sachant qu'on a une compétition qui aurait pu s'essouffler. C'est 51 jours de compétition. C'est énorme. Hein. Une Coupe du Monde de foot, ça dure 30 jours. Hein. D'accord, c'est deux tiers de moins. C'est en tout cas un tiers de moins. Donc quelque part, on a réussi à maintenir l'attention malgré le fait que la France ait été sortie en quart de finale. Les 2 dernières semaines étaient un peu plus longues pour nous. Hein. Oui. Ah oui. Il a fallu cuver. Il a fallu cuver. Ça fait un événement très long. C'est demi-finale avec une demi-finale complètement déséquilibrée. Finalement, alors il y a eu un week-end qui était un peu long pour attendre la finale. Vas-y. Je veux revenir sur ce qu'a dit David, mais je te laisse. Vas-y, non, je t'en prie. À chaud. À propos des hospices,
on a péché par excès d'ambition. Exactement. En oubliant une chose, c'est que, ça me paraît une base dans le marketing, quel que soit le marché, quels que soient les clients, c'est le client qui, in fine, fait le prix. Si le client ne juge pas le prix adapté à la prestation, il n'achète pas. Pour les bagnoles, c'est pareil. Donc, on est parti en disant, c'est la Coupe du Monde de rugby, ils sont prêts à dépenser n'importe quoi, les Anglais vont arriver, les Australiens vont arriver. C'est pas vrai. Vu les prix qui étaient affichés, quand tu étais obligé, pour voir le match d'ouverture, d'acheter Australie-Géorgie, objectivement, mais qui tu vas inviter à Australie-Géorgie? Ils vont se défiler, les mecs. C'est là que pour les non-initiés, la vente de package faisait que pour avoir la possibilité Bien d'assister sûr. au match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, il fallait acheter une constellation de places, et notamment Australie-Géorgie, qui Oui, était des peut-être matchs couplés. un match moins prisé Match que couplé. France-Nouvelle-Zélande. Et dans c'était cérémonie d'ouverture. excessivement cher, et la sanction a été immédiate. Bah, Les entreprises n'ont pas acheté. Demi-finale, finale, t'as des loges qui ne sont pas Ah achetées. la moitié des finales, ce qui a été écrit sur l'équipe, Ouais, c'est ça. la moitié des loges de la finale n'étaient pas Acheté. vendues. Et demi-finale. Alors c'est elles ont pareil. été... je sais pas L'aurait-elle été si la France avait été en finale? Probablement. pas à 100%. Pas à 100%. Vu les tarifs, Trop pas à cher. 100%. Je pense que Pas à 100%. malgré le fait que la France soit Non, en demi ou en Pas finale, à 100%. ça n'aurait pas permis d'acheter des loges à ce prix-là, même pour voir la France. Mais on a affaire à des entreprises Ouais, je suis d'accord qui avec toi. savent ce qu'est la valeur des choses, Exactement. qui savent ce que ça représente. Ouais. On a affaire à des professionnels. Et on se les racontait. Alors, quand on va au fond du dossier, on se rend compte que ça a fait partie des arguments qui ont plaidé en faveur de la France au moment de nous choisir Ouais, comme c'est vrai. lieu d'accueil. Donc, dans ce cas-là, en fait, ça a été de l'esbrouf. Ça a été du bluff. Ça a été un bluff gagnant pour l'avoir. Et Là, c'est un bluff ouais. perdant une fois qu'on a organisé. Là, si les chiffres que j'ai en tête sont bons, ils perdent 20 millions. Quoi. Oui, c'est ce qui a été, 20 c'est millions, ce qui a été c'est annoncé. énorme. Ils annonçaient C'est ce qui a été 45 annoncé. à 50 millions Ouais, de ouais. recettes. Là, ils vont être à 35 parce qu'ils perdent. C'est-à-dire 20 le millions. gras C'est devait énorme. venir des hospices. Exactement, mais il n'est pas Donc, venu. c'est pas le Donc cas. là, c'est chaud. Donc c'est peut-être aussi à regarder. On en reparlera souvent sur des émissions, mais attention aux JO. Les JO, c'est génial, c'est une belle fête, c'est tout ce qui se passe, mais là, on vient Alors, de se rendre compte que les entreprises ne sont pas prêtes à mettre autant il y a d'argent. un élément qui devrait corroborer vos dires, c'est que pour l'obtention de la Coupe du Monde de rugby, la France était donc affrontée, une fois n'est pas coutume, à l'Afrique du Sud, pour l'organisation. Et la France aurait proposé à World Rugby une part substantielle beaucoup plus importante, qui était je dirais une assurance tout risque pour cette organisation. Et cette part-là était quasiment le double de celle que proposait, par exemple, l'Afrique du Sud. World Rugby gagnait plus avec la France. Voilà. Donc, quelque part, on s'en mord un peu les doigts. Pas à World Rugby, parce que World Rugby rentreront dans leurs frais. Ah oui, c'est sûr. Et c'est alors, sûr. est-ce que ça a un impact pour le rugby français? Ça n'arrange pas les finances de la Fédé. Sur le rugby en tant que jeu, en tant que performance sportive, je ne vois pas comment. Non, mais je pour ne le pense pour le pas. rugby amateur, oui. Il y aura moins de redescentes Ah, dans forcément, les clubs, il y aura forcément. moins d'investissement sur Forcément. tout ce qui peut être fait dans le rugby amateur. Donc oui, il y aura un impact, c'est évident. Maintenant, comment il va être véritablement retranscrit sur le terrain, ça, pour l'instant, à part le président de la Fédé, personne ne le sait. Mais c'est sûr qu'il y aura un impact, oui. D'accord. Les petits clubs qui pensaient avoir, je sais pas, 10, 30, 40, 50 000 euros, ils les auront peut-être pas. Donc là, oui, il y aura un probable. impact. C'est C'est sûr. probable. Et donc ça va encore freiner la mise en place du rugby, ça va freiner aussi les clubs dans leur déploiement. Et puis on va annoncer, enfin ça a été annoncé, plus de joueurs, plus de clubs, plus de pays dans la Coupe du Monde, mais il faut trouver ces joueurs. Oui, la Donc, Coupe du Monde passera de 20 équipes à 24 équipes. Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non, c'est bien. Hein, c'est pas Ça une dépend mauvaise pour qui. en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le rugby pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va avoir plus de nations qui vont participer à la fête de la Coupe du Monde de rugby. Donc, on va impliquer un peu plus de nations. N'oubliez pas que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Hein. D'accord. Ah bah, on est d'accord. 4 Coupes du Monde Afrique du Sud, 3 Nouvelle-Zélande, 2 Australie, 1 Angleterre, fermez le banc. Il y a 4 nations qui ont gagné la Coupe du Monde. D'accord. Mais ceci dit, quand on regarde le football et le début des Coupes du Monde de football, il y avait l'Uruguay, l'Italie, le Brésil et l'Allemagne. D'accord. Et fermez le banc aussi. D'accord. Donc, C'est vrai. on est dans une progression qui a été assez similaire au football. Ok. Maintenant, on a changé le système. Là, on était parti avec des poules de 5. On va avoir des poules de 4. Ouais. Et on aura à intégrer des huitièmes Des de huitièmes. finale. Ça, c'est pas mal. c'est bien. Ah, c'est On vachement joue bien. moins Ça, c'est et il y a bien. des matchs coup C'est près. vachement bien. Ah là, ça c'est D'accord. Ça c'est formidable. Et c'est vrai Mais que après, il y ça, aura c'est toujours, formidable. des matchs, des matchs déséquilibrés, forcément. Irlande-Roumanie ou... forcément. Sûr. Alors le déséquilibre au rugby, il se voit Forcément. plus Mais là, ça, c'est plus beaucoup qu'au football. Mais là, c'est beaucoup vu Il se sur voit cette plus Coupe vite, du Monde, c'est encore sûr. plus que d'autres Ouais. Coupes du Monde.
ça s'est encore vraiment vu, parce que là on part sur des plus 80 points, plus 90 points. Oui. J'ai pas le souvenir qu'en dernière Coupe du Monde, il y ait autant de matchs à plus de 70, plus 80. Ça arrive fréquemment, mais là on l'a vu. On l'a vu. C'était significatif. On l'a vu clairement parce que aujourd'hui les grandes équipes sont surentraînées, surcoachées et surperformantes. Et là, c'est une question de moyens aussi, on le voit bien. Et les petites nations, non seulement ont un réservoir inférieur, mais elles ont peut-être moins de moyens pour cela. Donc il y a eu un delta. N'oublions pas que la Nouvelle-Zélande, de mémoire, je crois en 1995, avait mis 145-0 au Japon. Ouais, exact. Et on est en 1995, d'accord ? Le Japon a progressé entre-temps, hein, d'accord ? Ça, c'est notable. D'accord. Et derrière tout ça, c'est intéressant parce que plus de nations, donc de 20 à 24, moins de temps, parce que c'est vrai que cette semaine, c'est beaucoup. Ça permet de ne pas avoir le battement. Rappelez-vous qu'entre les poules et les quarts de finale, la France n'a pas joué pendant 15 jours. Quelque part, le soufflet peut Merci quand retomber. même. Ça permet à Dupont de revenir. Alors, on joue pas pendant que. C'est vrai. Tiens, Dupont de c'est marrant. On a réussi à tenir 49 minutes sans parler d'Antoine Dupont. Ah, Merci on David parlait de un l'éliminer. moment. Mais c'est vrai. Tu parlais de marketing. Moi, c'est quand même, non mais bravo, mais le je suis monsieur- d'accord. le monsieur C'est vrai que marketing. notre super Dupont nous a quelque part. Franchement, j'ose pas imaginer le quart. Enfin, j'étais personnellement, rappelez-vous, pas favorable à ce qu'il joue parce que. Il y avait un risque énorme pour la santé, mais ceci dit, c'est vrai que l'équipe de France sans Dupont contre l'Afrique du Sud, il n'y avait pas photo, on était largement battus, et ça éveille quelque chose. C'est que là, aujourd'hui, avec l'équipe de France, on est capable de dire « Ah oui, mais s'il y avait eu machin, l'Afrique du Sud, non. L'Afrique du Sud, il y a un clan, il y a un groupe tout à fait de 23, absolument. D'accord. Pollard n'a pas joué pendant les poules, Absolument. d'accord. Numéro 9, De Clercq est arrivé très tard en demi-finale, peu importe. On se rend compte que... Contre nous aussi, il arrive à 60e contre nous, 50e, et en demi-finale, il arrive super tard. Donc il n'y a pas d'homme providentiel. On a cru à l'homme providentiel en France, avec l'équipe de France, et l'Afrique du Sud nous a prouvé qu'au rugby, il n'y a pas d'homme providentiel. Waouh, quelle leçon de rugby. Mais- On a toujours dit que le collectif primait. Là, quelque part, on en prend plein la figure. Il y a quand même il y a des éléments intéressants pour l'avenir global du rugby. Ce qu'a fait l'Uruguay, honorable. Ce qu'a fait le Portugal est encore plus Le honorable. Chili. Ce qu'a fait le Chili est tout à fait honorable. Tout à fait. Les Fidji. Et les choses ont commencé, comment dirais-je, le rattrapage de niveau des terres, là, Oui, du tiers 2. Alors, tiers 2. je a gagné Voilà, là, on arrive au troisième sujet qui est voilà, le rugby, 2 points, et après. Que va devenir l'équipe de France? Que va devenir le rugby? Et que vont devenir ce qu'on appelle donc les équipes du tiers 2, c'est-à-dire on sort du panier les équipes du tournoi destination et celles qui jouent le rugby championship, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Argentine. On invite le Japon et la Géorgie, et le tiers 2... Le Japon et les Fidji. Les Fidji, ouais. Le Japon et les Fidji, pardon, excusez-moi. La Géorgie est dans le tiers 2. Et quelque part, on a des équipes qui ont besoin de jouer avec les autres équipes du tiers 1. Parce que c'est en jouant avec les meilleurs au rugby qu'on progresse et on le voit clairement. Et là, aujourd'hui, voilà, il y a un arbitrage. Que va devenir le rugby à l'horizon 2027 avec une Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en Australie? D'accord? Une équipe de France qui va se remobiliser, une équipe d'Afrique du Sud qui, quoi qu'il arrive, va passer sur un autre cycle. La Nouvelle-Zélande, elle aussi, a perdu quelques centurions, avec des joueurs à plus de 100 sélections. Ça va être très intéressant, mais la question, elle est beaucoup plus globale et beaucoup plus macro. Le rugby est en train de changer. On le voit, il faut des moyens pour notamment avoir le nombre de coachs, David, que tu as décrit tout à l'heure. Il faut des moyens pour pouvoir faire de l'analyse des autres équipes. Il faut avoir des moyens pour avoir des joueurs capables de reproduire sur le terrain ce genre d'utiliser la data. De data. Waouh. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un rugby bionique en 2027 ? Non. Pour finir sur ce que tu disais sur le marketing, moi j'ai trouvé que sur cette Coupe du Monde, on avait beaucoup plus mis en avant les égéries. Le foot le fait. Donc le Star System. Le Star System, Dupont en fait partie, Ntamak en faisait partie, il y en a d'autres qui en font partie. Je trouve que sur cette Coupe du Monde, on a vraiment... Est-ce que c'est parce qu'on est en France et qu'on l'a utilisé? On a été plus sur le Star System et sur la mise en avant du joueur et pas de l'équipe. Mais c'est comme ça qu'on fait des audiences télé, mais je te rejoins, qu'on gagne un public nouveau, exceptionnel, mais c'est nouveau. Dont une petite partie pourra devenir traditionnelle ou répétitif. C'est nouveau. C'est nouveau, mais ça fait partie, ça fait partie du sport en général. Maintenant, on le fait. Mais attention, ce que dit David, c'est que, et l'Afrique du Sud nous l'a prouvé,
le rugby, c'est d'abord le collectif. C'est très rare de ressortir quelqu'un. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même quand on marque un essai, on va pas exulter parce qu'on sait très bien que c'est une chaîne de valeur avec des passes, avec des regroupements, etc. et que c'est l'effort collectif. Et là, quelque part, on a voulu ressortir du lot quelques jours, notamment Antoine Dupont, mais bon, il a été meilleur joueur du monde il y a 2 ans, quelque part, c'est pas usurpé. Mais rappelez-vous, lorsque nous avons dit que la question n'était pas de savoir s'il avait un sponsor, c'était de savoir si un sponsor n'était pas avec Antoine Dupont. Donc, on a voulu en faire, il est une star, peut-être une superstar, mais l'homme providentiel. Et ce que je remarque, c'est que les équipes qui gagnent aujourd'hui n'ont pas forcément d'homme providentiel, ils ont une équipe providentielle. Une équipe providentielle de joueurs interchangeables. Pour finir là-dessus, tu prends 2 publicités ou 2 marques différentes. Omiris, quand même été pas un sponsor. Omiris, oui, d'accord, on les voit. 3 joueurs en tête de mêlée. Oui, 3 joueurs, Volvic, 1 joueur. Donc on a changé le star system. On change la manière de voir le rugby. C'est vrai. On prend une personne pour mettre en avant, grâce à Volvic, bien sûr, Dupont, Ntamak, le petit Neurose, c'est un joueur. Mais ça vous rappelle pas quelque chose, Volvic ? Attendez, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Volvic ? Exactement. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Volvic ? Volvic, c'est très simple. Première campagne avec l'équipe de France. C'est Coupe du Monde 1998, Zinedine Zidane, la chaussette, la préparation dans les vestiaires. Et quelque part, on a voulu reproduire ce star system. Et là, on y est. Donc c'est essentiel aussi de s'appuyer sur ces joueurs-là pour aller chercher des audiences. C'est nouveau, c'est vrai. C'est pas critiqué, c'est nouveau. Non, c'est vrai. Au rugby, c'était pas ça. Ce qui est important, c'est nouveau au rugby. C'est que on parle, bien sûr. Donc effectivement, c'est nouveau. Il faut pas négliger le fait qu'il est très important que des gens qui ne regardent jamais le rugby sachent parfaitement qui est Antoine Dupont. Et dans ces cas-là, il faut des stars. Allons enfants, c'est la ligne d'avant. On peut pas zoomer, mais l'équipe. Là, c'est une photo de la demi-finale France-Nouvelle-Zélande 1999. On aurait pu avoir un Dupont tout seul il y a encore quelques jours. C'est vrai. Donc on a changé le paradigme. Le rugby change, on en parle. Il y avait déjà des stars du rugby qui portaient toute leur équipe. Wilkinson, on voyait que Wilkinson. Là, on parle marketing. C'est lui qui va chercher la Coupe du Monde aussi. Johnny Wilkinson, champion du monde en 2003 avec l'équipe d'Angleterre. Un drop pendant les prolongations où il y avait à l'époque le point en or. Donc après le drop, le match était terminé. Effectivement, Johnny Wilkinson était l'icône de l'équipe d'Angleterre, mais pas que. Pour ça, une personne qui a gagné la Coupe du monde de rugby avec l'Angleterre, c'est Johnny Wilkinson. J'entends ce que tu dis. Mais pas aux autres. Après, sur la partie starification et marketing, est-ce que tu te rappelles d'une pub où Wilkinson est présent ? Moi, j'en ai pas. Là, je pense que dans quelques mois, on se rappellera que Dupont, il était avec Volvic. On se rappellera qu'Ntamak était. Il y a un changement dans le rugby. Il y a un changement. C'est vrai que Wilkinson a été le champion de l'équipe d'Angleterre sur le terrain, mais dans sa résonance, même quand il faisait des pubs après. Il faisait des pubs avec la Société Générale, notamment avec la Société Générale, mais il n'était pas le seul. Et il y avait un pool de stars entre guillemets. Tout cela, les amis, tout cela amène du bonus au rugby. Ah oui. Et le foot a géré ça, puisque je crois savoir que l'équipe de France de foot, dans ses contrats avec ses sponsors, elle dit jamais de photo avec un seul joueur. Oui, c'est 3 joueurs. C'est au moins 3. C'est 3 minimum. Ça s'aménage, ça se gère. Ça n'empêche pas le contrat. Et c'est pas le même prix non plus. Mais pour aller toucher des nouvelles audiences, du coup là, moi c'est mon. Alors parlons-en des nouvelles audiences. Pour aller toucher ces nouvelles audiences, aujourd'hui, elles vont suivre l'équipe de France parce qu'elles vont s'abonner à Antoine Dupont sur les réseaux sociaux ou à Ntamak. C'est très clair. Ils vont continuer là-dessus. Et donc, pour dire quelle va être la suite du rugby français, c'est s'ils arrivent justement à capitaliser sur cette image qui est de plus en plus positive de la France qui gagne, pas cette fois-ci. Mais bon, la Français, on aime bien aussi les perdants parce que du coup, on s'y attache et que. Il y a dans le cyclisme, quand on parle de Pinot, si c'est le préféré, c'est parce qu'il perd. Là, on va fâcher Jean-Claude. Non, mais c'est l'authentisme et c'est parce qu'il est suivi sur les réseaux sociaux et il y a de l'engouement derrière. Et je pense que l'équipe de France, ils vont continuer de jouer là-dessus. Maintenant, le vrai sujet, c'est qui va pouvoir s'investir autant en équipe de France avec le changement de calendrier qui va arriver avec Rugby Nation, quelque chose comme ça. Et là, on a un joker. Et c'est pour ça que je suis très optimiste pour cette équipe de France. Parce que
encore une fois, c'est toujours sur des défaites cuisantes que les victoires poussent. Et là on a un cas d'école. Il faut viser une victoire en 2027 avec des éléments supplémentaires. Les joueurs qui sont relativement jeunes seront à maturité. D'accord ? Et là, on se retrouve l'air de rien, Jean-Claude, avec 3 générations de joueurs U20, champions du monde de rugby. Ouais, c'est vrai. Avec des joueurs qui ont une qualité phénoménale, qui, eux, connaissent la gagne. Mais attention, En U20. ce qu'on voit avec des souvent, c'est moyens que de plus en plus les importants, joueurs de avec U20 passent le cap top 14 équipe de France beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'efficacité qu'avant. Donc aujourd'hui, un joueur de U20, c'est un joueur potentiel qu'on peut visualiser en 2027. Et on le voit, si on regarde objectivement l'équipe de France, on parlait de l'avenir du jeu. Il y a déjà Belbiaré. Alors, il y a Bielbarré à l'aile gauche. On sait que, l'air de rien, Winnie Antonio raccroche. Il va falloir avoir un pilier droit solide. On sait qu'on en a qui viennent des U20 et d'autres aussi qui sont dans le championnat et qui n'ont pas été pris, notamment des Bamba parce qu'il a eu une blessure, etc., etc. Donc on sait qu'il va falloir combler là-dessus. On doit combler aussi en numéro 5, c'est-à-dire le second ligne à droite, c'est-à-dire à fort tonnage. On a l'Australien naturalisé français, mais à fou, qui viendra combler. Donc quelque part, on voit que dans nos relatives lacunes, on peut avoir une équipe de France compétitive. Mais encore une fois, on le sait, sur le papier, ça ne veut rien dire. L'Afrique du Sud nous l'a prouvé. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'avoir 23 joueurs qui vont gagner ? 23 joueurs qui vont gagner. 23 joueurs qui vont gagner, ça ne veut pas dire forcément des substitutions d'égal à égal. Ça voudra dire aussi peut-être qu'à réfléchir à la 60e ou la 70e minute, un style de jeu avec des talents différents. Parce qu'on aura 23 joueurs qui se verront à chaque fois pendant les rassemblements. Parce qu'il va y en avoir de plus en plus de rassemblements. Sauf que je pense que le top 14, ils n'ont pas très envie que tous leurs joueurs avec la nouvelle fois. compète, peut-être. Alors là, on a un double problème. C'est que manifestement, et c'est dit entre les lignes, l'équipe de France aura moins de moyens financiers et moins de moyens humains, en ce sens où on aura peut-être moins de coachs, mais aussi des joueurs qui seront moins disposés à venir en équipe de France. Mais attention, rappelez-vous une chose, le travail qu'a produit Fabien Galtier avec son équipe, d'accord, ça a été de ratisser large et au fur et à mesure de recentrer. Là, au moins, on part sur des acquis. On sait qu'il y a, pour la Coupe du Monde 2027, 25, au minimum 26 joueurs partant sûrs, sauf blessure. Des joueurs sur le groupe actuel, qui vont prendre en expérience. Waouh! Ça veut dire qu'il reste peu de place, et hormis les blessures, on part sur des acquis. C'est-à-dire que l'équipe de France a cranté, on est une très bonne équipe mondiale, on est probablement une des meilleures équipes européennes, mais je dirais qu'on est mieux logé que l'équipe d'Irlande, parce que l'équipe d'Irlande, l'air de rien, il y a pas mal de centurions aussi qui vont raccrocher, alors que l'équipe de France n'a perdu entre guillemets que 3 joueurs. D'accord ? Donc c'est quand même très, très, très intéressant. Je ne suis pas d'un optimisme béat, mais je mettrais bien une petite pièce sur l'équipe. Mais on va revenir, il va y avoir des changements. Tous les moyens et tous les atouts pour rester compétitif au niveau de la prochaine Coupe du Monde, c'est une évidence. Réponse en quart de finale en Australie. Ça repose tout ça sur la deuxième mi-temps d'un seul match. Pour moi qui connais bien Jean-Claude, c'est souvent la phrase qu'il prononce lorsqu'on commence le championnat de France de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Nous sommes tous les deux supporters du Paris Saint-Germain depuis l'époque où on payait son billet en anciens francs, voyez-vous. Et la phrase et la phrase de Jean-Claude à l'entame du championnat, c'est de dire moi je ne regarde rien, tout se fera pendant les quarts de finale de Champions League. Et je ça trouve que commence au quart de finale pour les grands. Pour compléter. Oui, mais après, le Paris Saint-Germain n'arrive pas toujours en quart de finale. C'est justement, c'est bien pour ça que... Donc ça évite les palabres. David. Non, pour compléter vos propos, je pense qu'il y aura toujours cette dualité Fédé-Ligue qui a commencé à disparaître un petit peu avec ce qu'a fait Fabien Galtier. Je pense que tout le monde a commencé à mettre dans le même panier pour que l'équipe de France soit compétitive. Oui. Maintenant, est-ce que, on va espérer que oui, que ces deux entités vont continuer à jouer le jeu pour que dans 4 ans, on soit dans cette compétition pas malsaine, mais positive. D'ailleurs, on l'a vu, le top 14, pendant un mois, ils se sont arrêtés. Bon, on voit quand même que le top 14 dans le classement, c'est quand même assez bizarre pour l'instant. Enfin, il y a des belles équipes qui sont devant, d'autres, on se dit tiens, ils sont de vous à moi, faire une compétition de top 14 qui commence pendant une Coupe du Monde de rugby et qui reprend alors que les joueurs ne peuvent pas revenir, c'est complètement ubuesque. Mais encore une fois, il nous manque, on le sait, 4 à 5 semaines dans l'année au rugby. Oui, et puis tu as un autre problème là, c'est que tu as les JO. Donc les JO, au mois de mai, c'est fini, donc tu as encore cette difficulté qui fait. Mais c'est vrai que si la Fédé et la Ligue arrivent à s'entendre comme ils l'ont fait là pendant 4 ans pour permettre à Galtier d'avoir des joueurs, de les tester, de les éprouver
et de continuer à les faire performer, on peut effectivement avoir des chances en Australie, mais je laisse ma pièce sur l'Australie. Dans 4 ans, ils seront là et ils vont nous faire mal. Probablement. Et cette nouvelle compétition est une invention Je suis phénoménale d'accord. pour enfin remplacer ce système de Ouais. tournée. Alors on en parle Fatigant. s'il vous plaît. En 2026, il y aura une nouvelle compétition. Il se trouve que c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu la première fois en 1987, il n'y avait aucun match qui était comptabilisé comme étant un match officiel. Il y avait des test matchs, il y avait des matchs du tournoi des 5 nations, Test match. mais il n'y avait pas, et c'était un peu l'esprit du rugby, de classement, de classification. Et là, c'est vrai qu'entre les deux Coupes du Monde, le World Rugby, et cela commencera dès 2026, au lieu d'avoir les test matchs où nous recevons les équipes de l'hémisphère sud entre octobre et novembre, et où lorsque nous allons en hémisphère sud en juin et en juillet, nous allons faire des compétitions, d'abord en hémisphère nord et ensuite en hémisphère sud, qui seront comptabilisées, bien sûr, qui seront dans le classement World Rugby, et où il y aura un petit titre mondial. Il y aura un trophée, ce sera une compétition. Voilà. Une compétition. où Alors tout pour le ou monde- contre, pour ou contre. Ah bah totalement pour. Une compétition où tout le monde partira à armes égales et où, d'après le calendrier, ce que j'ai compris du calendrier, les équipes joueront en fonction du calendrier de leur hémisphère. C'est-à-dire, on va pas faire les pimpins fin juillet alors qu'on a déjà toute la saison dans les pattes. On jouera au bon moment de notre saison. Tout à fait. Alors que Et les l'hémisphère... autres aussi. Voilà. 100% pour, et puis au moins, on aura des test matchs véridiques, on verra les équipes, on pourra aller chercher de la data, on en a parlé. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on cherche tout ça, et puis on pourra éprouver certains joueurs, tester des éléments. Donc 100% positif sur la fera préparation. une compétition, Mais- ce sera un vrai titre. Ouais, exactement. Mais la problématique de ça, c'est que ça va pas aider les plus petites nations non plus à devenir meilleures. Elles vont jouer un petit peu plus plus. souvent Alors, entre elles, faut etc. leur- Mais Alors merci Mais- Edouard pour cette intervention parce que ce serait bien justement C'est ça le qu'on problème, termine c'est que sur nous, on va l'avenir. rester entre l'élite. On va rester entre l'élite. Au pire des cas, on jouera les Fidji, on jouera le T'as tort, Japon, t'as tort. on jouera l'Italie. Ouais. Mais ce qu'il faudrait, c'est que la Géorgie, elle puisse jouer l'Italie, qu'elle puisse essayer d'avoir aussi une place pour aller T'as raison. taper des gros. T'as raison. Et là, on va se retrouver dans la même situation où il va y avoir l'élite d'un côté, les autres. Le Portugal, l'Espagne, ils vont pas beaucoup plus jouer. Le On n'est Canada, pas les prêt d'avoir États-Unis vont pas Pakistan, revenir. Guatemala. Ça, Ça, c'est sûr. Non, mais même, il y a plein de de nations, blessures. plein de nations qui sont en train de revenir. En Afrique, on a l'impression qu'à part la Namibie et l'Afrique du Sud, il n'y a aucune nation qui peut arriver. L'Algérie, ça fait des années qu'ils essaient de se battre, ils n'arriveront jamais à monter. L'Algérie, ceux qui les ont vus, c'est une question des poules et des qualifs. Ceux qui ont vu l'Algérie ont déjà vu que c'était largement supérieur à la Namibie, par exemple. Mais oui, mais pourtant, on les verra pas beaucoup plus en fait dans Coupe du Monde C'est parce que ça reste élitiste. Ce qui aurait été marrant, c'est de faire ce classement, c'est ça, mais avec 3 tiers peut-être. Ou au moins comme ça, dans le deuxième tiers, on allait avoir les meilleurs du 3 et les moins bons du 1 qui allaient être ensemble. Bon, après, ça veut dire qu'on resterait toujours ensemble en 1, mais on aurait peut-être l'Écosse, le Pays de Galles qui pourrait descendre de temps en temps et jouer contre le Portugal. Alors que là, il n'y aura Oui, rien. quoi. ouais, Il y aura rien. et c'est intéressant parce qu'en fait, le rugby, souvent en opposition avec d'autres sports, c'est toujours un psychodrame. Un psychodrame pour les organisations des compétitions, un psychodrame pour les règles, un psychodrame pour le nombre de joueurs, un psychodrame pour le nombre de matchs que l'on doit jouer. Pour la récupération. D'accord. Pour la récupération, vu qu'au foot, on peut jouer une fois tous les 3-4 jours avec un peu de courbature. Au rugby, c'est impossible, il y a un match par semaine, etc. Donc, on se retrouve au 21e siècle avec un sport très professionnel où, encore une fois, on le voit avec les scores télé, c'est un succès mondial et qui pourtant a du mal à incorporer de nouvelles équipes. Ce qu'a réussi à faire le football, mais encore une fois, les règles du football font que parfois le meilleur ne gagne pas. Et font que parfois on peut gagner alors qu'on est amateur et qu'on joue contre des professionnels. On est dans En la coupe, même oui. structure que le handball. Hein. Si on regarde un peu le hand, c'est pareil. Hein. Le hand est, ouais, On va pas rentrer dans le débat c'est maintenant, vrai, mais c'est c'est vrai un que peu la alors, même le chose hand que c'est un le sport hand, de hein. préau, c'est plutôt à l'origine c'est plutôt un sport européen, voire nordique, en tout cas un sport qui se joue en hiver, qui est pas tellement développé dans les pays américains, un petit peu sud-américain avec l'Argentine, mais ça s'arrête là. D'accord, c'est vrai, c'est Mais la vrai. France, dans les années 90, est passée au niveau mondial de niveau 3 à niveau 1. Bien sûr. Au handball, ça c'est certain. Au handball, Ouais, bien ça sûr. c'est certain. En tout cas, là aujourd'hui, en se disant après cette Coupe du Monde, on imagine le rugby
comment sera-t-il développé, comment sera-t-il implanté? Eh bien, on aura l'occasion d'en discuter, je l'espère, parce que entre-temps, l'émission After Rugby sur Twitch avec la Sports Management School passera peut-être avec un before des Jeux Olympiques, parce que Paris 2024, c'est demain. N'oublions pas une chose, c'est que il y aura une équipe de France de rugby à 7 aux Avec Jeux Olympiques. Antoine Dupont. Avec Antoine Dupont et peut-être avec aussi. d'autres stars entre guillemets de l'équipe de France, donc on en salive à l'avance. Ce sera donc la bonne occasion pour transmettre le relais aux prochaines émissions Twitch qui auront lieu dès le mois prochain. Messieurs, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup Édouard. Merci pour ta participation. Je le rappelle, Édouard qui a fondé un nouveau média qui permet d'avoir des formats courts pour les nouvelles générations. Ça s'appelle Mediacop, pas Cop Media. Cop Media. Cop Media. Merci de me corriger. Cop Football et Cop Rugby. Voilà. Et Cop Rugby, on est déjà peut-être un des leaders sur Snap et TikTok, puisqu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc c'est aussi ça qui est en train d'évoluer, c'est que nous on voit qu'il y a une vraie audience jeune qui regarde. On a dû faire 1 million de vues sur la Coupe du Monde, donc c'est pas grand-chose. Mais c'est des audiences jeunes qui aujourd'hui en fait commencent à s'intéresser de plus en plus au rugby. Et des audiences peut-être nouvelles venues. Nouvelles venues en tout cas, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Retenez. C'est pour ça que je pense que aussi l'avenir pour que l'équipe de France reste intéressante pour ces nouvelles audiences qui l'ont découvert avec la Coupe du Monde, ça passe par toute la starification du système, par la création de contenu, par tout ça. Voilà. Bon. Donc je sais pas si l'équipe de France m'entend, mais on arrive bientôt pour prendre un rendez-vous. C'est noté. Merci Edouard. Merci David, je le rappelle, directeur académique de la Sports Management School. Jean-Claude, merci, Michael. Merci beaucoup. Voilà. Donc en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous tous et pour vous autres auditeurs et auditrices. Malheureusement pour nous, la Coupe du Monde de rugby c'est terminé. Oui. Avec des trémolos dans la voix. Rendez-vous dans 4 ans, mais on vous donne rendez-vous nous avec peut-être non pas le before Jeux Olympiques, mais en tout cas la prochaine émission Twitch de la Sports Management School dans 1 mois. Merci beaucoup. Longue vie à la Sports Management School et à bientôt pour de nouvelles aventures.